Alors, qu'est-ce qu'une relation toxique et comment la repérer? Aujourd'hui, on va passer en revue 3 principes pour pouvoir reconnaître les schémas des relations dysfonctionnelles. Prêt? C'est parti! Hey, je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles, l'amour et l'hypersensibilité, et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à mieux te connaître et à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors si ce n'est pas encore fait, ou si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo et active bien les notifications, comme ça tu feras partie des toutes premières personnes que je préviens dès que je publie une nouveauté. Alors avant de commencer, sache que si tu veux donner un nouvel élan à ta vie et aux relations qui comptent le plus pour toi et que tu veux mon aide là-dessus, tu peux me rejoindre dès aujourd'hui dans mon accompagnement, la Happy Heart School. C'est quoi? C'est une école du cœur où tu apprends à développer ton intelligence émotionnelle et relationnelle et à te frayer un chemin vers l'amour et la vie que tu veux. Alors une relation toxique, c'est quoi? On dit d'une substance qu'elle est toxique quand elle provoque des effets néfastes et mauvais pour la santé ou pour la survie de toute forme de vie. C'est quelque chose qui te bouffe, qui t'empoisonne. Alors une relation toxique, c'est quoi? Alors, si on fait le parallèle, ce serait une interaction avec une personne qui provoque des effets néfastes, qui nuit à ta santé, à ta vitalité, à ton équilibre, etc. Donc, quand la toxicité est clairement repérée, il n'y a juste plus de doute en fait. On repère le dysfonctionnement et puis, en général, l'instinct de survie prend le dessus. On ne se pose plus de questions, on pose nos limites. Si ça ne fonctionne pas, on coupe. Pourtant, c'est très loin d'être si simple que ça. Parce que dans les faits, les relations les plus toxiques sont justement les plus difficiles à repérer. Parce que la toxicité provient de personnes à qui déjà on est attaché. Ça joue beaucoup sur l'ambivalence, l'ambiguïté, le chaud et le froid, et puis les effets sont insidieux. Les stratagèmes sont subtils et parfois inconscients. Donc il peut se passer beaucoup de temps avant de comprendre que le mal-être que tu ressens provient de l'effet d'une personne ou d'une relation toxique. Une relation devient toxique quand il y a une asymétrie qui s'installe, quand le fait de maintenir cette relation te coûte beaucoup plus d'énergie que d'habitude. Donc pour mieux comprendre ce que c'est qu'une relation toxique, regardons d'abord comment fonctionne une relation saine. Dans toute relation saine, on retrouve 3 principes. Le premier, c'est le principe de bienveillance, c'est-à-dire peu importe que je sois plus ou moins proche de toi ou que je te côtoie qu'occasionnellement, un des premiers principes qui fait une relation saine, c'est la bienveillance. T'es d'accord avec moi? Autrement dit, veiller au bien-être l'un de l'autre dans le cadre de la relation, quelle qu'en soit la nature. Alors, ça inclut quoi? Ça inclut tout simplement la volonté de ne pas nuire à l'autre, mais ça va bien au-delà. Ça veut dire que non seulement on respecte le bien-être de la personne qu'on a en face de soi, quelle que soit la relation, mais en plus on y contribue si c'est possible. Donc je ne vais pas chercher à te nuire, mais je vais respecter ton positionnement, je vais respecter ton point de vue. Je ne vais pas te pousser dans tes retranchements, ni te forcer dans une expérience désagréable, déstabilisante pour toi. Et en plus, si en plus de ça, je peux faire quelque chose pour te faciliter la vie, pour que à mon contact, tu puisses te sentir encore mieux, reboosté, soutenu, eh bien en fait, je le ferai. Par exemple, dans leur couple, Caroline et Yannick font preuve de bienveillance l'un envers l'autre. Ils mettent en avant les points forts de l'autre. Ils se complimentent, ils se soutiennent comme une véritable équipe, aussi bien dans les moments de joie que dans les moments de galère. Et c'est ça la bienveillance. Ou encore Hélène qui prend le temps de complimenter sa collègue sur le travail qu'elle lui a rendu parce qu'elle prend en compte tous les efforts que ça lui a pris et que ça lui a demandé. Ou encore Alain qui prend des nouvelles de son ami Fabrice qui vit mal sa séparation. Il sait qu'il en est profondément affecté, mais il n'est pas encore prêt à en parler. Du coup, il en trouve juste la porte en lui faisant comprendre qu'il le soutient. Il le dit avec tact, mais il n'insiste pas par respect pour le rythme de son ami.
Alors, dans une relation toxique, la bienveillance est brisée de diverses façons. Par exemple, l'autre va vouloir avoir raison et insister pour avoir le dernier mot. Il ne va pas respecter tes limites ou les remettre en question. Par exemple, tu es extrêmement fatigué, exténué par manque de sommeil et ton partenaire va négliger ton besoin et va en plus exiger et te demander de sortir en te faisant du chantage. Il y a aussi les reproches et les mépris quand l'autre va souligner chez toi tout ce qui ne va pas pour que tu comprennes encore toute la zone de progression que tu as à faire. Quand l'autre se montre excessivement critique envers toi, quand il te méprise parce qu'il sait forcément mieux que toi, quand il appuie sur tes points faibles jusqu'à ce que tu sois prêt ou prête à changer parce que tu comprends, pour lui c'est vraiment insupportable que tu sois comme tu es et c'est juste une aberration. Quand tu ne peux pas avoir le soutien de l'autre, même quand tu en as le plus besoin, il peut te prêter main forte mais il fait que négliger ta demande parce que son bien-être passe en premier. Quand l'autre néglige ton ressenti, le banalise. Globalement, quand une relation réveille en toi de façon chronique un sentiment d'infériorité, de ne pas être à la hauteur, c'est qu'il y a un problème. Quand en contact de l'autre personne, ton bien-être diminue, c'est qu'il y a un problème. Alors prends un instant pour repérer dans les relations qui comptent le plus pour toi si ce principe de bienveillance est bien respecté. Le deuxième principe, c'est le principe de réciprocité. Alors il s'agit d'être sur la même longueur d'onde quant au contrat de la relation. Et oui, parce que toute relation est sous-tendue par un contrat implicite. Ce contrat est fait des attentes des uns par rapport aux autres. C'est un petit peu le cadre de la relation qui explicite quel rôle on joue dans la vie de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut attendre ou pas l'un de l'autre. Souvent, ce contrat est implicite. On le comprend, on s'y adapte sans avoir besoin de le mettre en mots, sans avoir besoin de l'expliciter. On sait à peu près ce qu'on peut se permettre ou pas avec une personne, ce qui est attendu ou pas, la nature de la relation, etc. Mais parfois, ce contrat devient flou. On ne sait plus trop où se positionner dans la relation. Ça t'est déjà arrivé, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive, par exemple, typiquement, quand tu considères l'autre comme étant ton âme sœur, alors que lui ou elle ne sait même pas s'il a des sentiments pour toi et de quelle nature sont ces sentiments. Mais la non-réciprocité s'applique à tout type de relation et à tout. Par exemple, si je me montre vulnérable et que je me confie, alors que l'autre reste en mode protection maximale, c'est un manque de réciprocité. Si je te fais du temps, mais que de ton côté, tu n'es jamais dispo. Si je prends de tes nouvelles et que c'est toujours moi qui le fais, c'est une non-réciprocité. Si je te propose des choses, je prends des initiatives, alors qu'en fait tu ne m'inclus jamais dans tes projets. Ce genre de décalage en fait est assez perturbant. Et ça arrive dans toutes sortes de relations. Mais la majorité des cas, il s'agit de deux cas de figure. Soit c'est une relation toxique, soit les attentes dans la relation ne sont pas alignées. Alors, si tu es dans un schéma de relation non réciproque et que tu veux savoir si c'est une relation toxique ou pas, il faut d'abord éliminer l'option des attentes non alignées. Comment est-ce qu'on reconnaît une relation où les attentes ne sont pas alignées? Alors, elle peut être de n'importe quelle nature. Par exemple, une personne fait partie, je considère qu'elle fait partie de mes meilleurs amis. Ça signifie pour moi que je vais mettre certaines attentes forcément envers cette personne, envers la relation que j'entretiens avec cette personne. Ces attentes-là, je ne les aurai pas envers une personne que je considère une simple copine ou connaissance. Et si c'est réciproque, la relation sera équilibrée. Par contre, si pour l'autre, je suis plus au rang de collègue, de camarade, de copine, etc., ça veut dire qu'on ne donne pas la même importance à la relation qu'on partage. Et rapidement, ça va devenir une situation déséquilibrée, où le principe de réciprocité n'est pas respecté. Ça veut dire que je vais attendre davantage de l'autre que l'autre ne sera capable ou ne voudra me donner. Et dans ce cas, les attentes ne sont pas alignées. Et la solution, c'est simplement de réajuster un petit peu ces attentes. Ça veut dire prendre note du décalage. Je vais aussi m'assurer que ce n'est pas juste circonstanciel. Puis je vais commencer à faire mon deuil et à accepter l'idée que l'autre a placé d'autres attentes sur la relation et qu'on n'a pas forcément la même intention. Et je vais lui faire et me faire aussi une faveur en faisant un downgrade de la relation.
Alors parfois, on peut être tellement déçu qu'on n'a même pas envie de garder la personne dans sa vie, mais c'est un processus normal. Mais le fait est qu'on n'a pas toujours les mêmes attentes. En général, la personne concernée par ce downgrade va peut-être le remarquer à peine ou même se sentira soulagée. Donc, si on prend le radar relationnel, quand je réalise qu'une personne n'accorde pas autant d'importance à la relation que je le fais, eh bien, je vais diminuer les attentes envers cette personne. Au lieu de la garder, par exemple, dans le cercle intime, eh bien, je prends note du décalage et je vais progressivement me faire à l'idée qu'elle est davantage au niveau 2 ou au niveau 3. Alors, dans le cas d'une relation toxique, c'est toujours plus compliqué. Parce que ce n'est pas juste un décalage d'attente, c'est bien plus compliqué que ça, c'est une vampirisation. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre va te faire croire que vous êtes aligné en termes d'attente dans la relation. Par exemple, l'autre va t'affirmer que oui, tu es son âme sœur, qui t'aime, etc. Mais dans les faits, ces paroles-là ne sont pas suivies d'actes. Dans une relation toxique, il y a toujours cette asymétrie. Ce côté, il y a toujours un gagnant, un perdant. Et le perdant va se vider en donnant de son temps, de son énergie, de sa vitalité. Donc, si je reprends l'exemple de l'amitié, ça va être dans ce cas-là une personne qui va se vanter de faire partie de ton cercle intime, qui va être heureux de s'afficher à tes côtés quand les choses vont bien pour elle, quand elle a un profit, mais qui prétextera toutes les excuses au monde ou t'ignorera dès lors que tu auras besoin d'une forme de réciprocité de sa part. Alors, est-ce que ce principe de réciprocité est respecté dans les relations les plus importantes pour toi ? Dans un instant, on va voir le troisième principe qui, pour moi, est le plus déterminant pour reconnaître une relation toxique. Mais juste avant, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu vis une relation toxique avec une personne de ton entourage ? Et lequel de ces principes cités jusqu'ici n'est pas respecté ? Le troisième principe, c'est le principe d'ajustement. Ça veut dire que c'est la capacité à se remettre en question et à évoluer dans la relation. Alors nous sommes humains et même dans une relation saine, ça peut arriver de manquer de bienveillance, ça peut arriver de pas toujours répondre par la réciproque. Lors des disputes par exemple, ou dans des périodes de crise, de malentendus, d'éloignement, ce qui arrive à toutes sortes de relations. Mais ce qui fait réellement la différence entre une relation toxique et une saine, c'est la capacité à se remettre en question et à réajuster son attitude des deux côtés. Donc si je ne devais citer qu'un seul point pour définir ce que c'est qu'une relation toxique et comment la repérer, ça serait ce point-là. Une relation dite toxique est rigide et inflexible. Ça veut dire que dans une relation toxique, la communication est sourde. Il y a malheureusement toujours une personne qui va se remettre en question, s'ajuster, s'adapter, qui va se fondre en excuses et une autre qui ne le fait jamais. Au contraire, elle est tout le temps là en train de faire la morale, de réprimander, d'accuser, de critiquer, de reprocher, de manipuler sournoisement sans jamais admettre ses fautes ou sa responsabilité. Ce décalage dans la capacité à s'ajuster et à se remettre en question, c'est l'essence d'une relation toxique, c'est le cœur. L'un a tort et l'autre a raison. Et c'est toujours comme ça. Il y a toujours une personne supérieure à l'autre, qui sait mieux, qui se débrouille mieux, qui fait figure d'autorité dans la relation. Donc même quand il y a une dispute, c'est toujours cette dynamique-là qui est en cause. C'est toujours cette dynamique-là qui ressort. C'est à l'autre de changer, c'est la faute de l'autre, c'est à l'autre de bouger, c'est à l'autre de s'adapter, etc. Par exemple, cette collègue t'accuse de mauvaise foi et de traîner des pattes pour rendre le travail qu'elle t'a demandé. Et même si ça t'agace, en fait, tu reconnais effectivement que tu bloques sur ce dossier et que tu aurais bien besoin d'un coup de main extérieur pour pouvoir le boucler dans les délais. Alors, si cette relation est toxique, ce moment de vulnérabilité où tu avoues ça va forcément se retourner contre toi. Et il va te suivre toute la durée de vie de ton poste auprès de cette personne. Ça veut dire que cette personne va en profiter pour en déduire tout plein de défauts te concernant et qui vont te coller à la peau à vie tant que tu restes en contact avec cette personne. Par contre, cette collègue ne va jamais se remettre en question
par rapport à la clarté de ses consignes ou par rapport à son style managérial. C'est toujours toi qui déconne, jamais elle. Donc quand le principe d'ajustement n'est pas respecté dans une relation, ça crée des symptômes qu'on peut reconnaître très facilement. Ça crée une peur souterraine, c'est-à-dire il y a clairement un rapport dominant-dominé, et à force de te sentir inférieur et de te remettre en question, en fait tu vas commencer aussi à ressentir une sorte de peur viscérale des réactions de l'autre, à appréhender tel ou tel événement, telle et telle soirée, et cette peur va pouvoir te ronger jusqu'aux crises d'angoisse, aux insomnies, aux troubles de l'appétit, à la dépression, etc. Il y a la culpabilité, c'est une profonde honte mélangée à une colère contre soi-même. Dans une relation toxique, la culpabilité est une pièce maîtresse. Elle est présente partout, dans ce que tu dis, dans ce que tu dis pas, dans ce que tu fais, dans ce que tu ne fais pas, en présence ou en l'absence de l'autre. Il y a aussi la perte de confiance en soi. Vu que tu te remets tout le temps en question, à la base c'est ton fort, mais là la personne l'a retourné contre toi, l'autre va utiliser justement cette faiblesse perçue pour te faire douter sur la personne que tu es, pour remettre en question ton identité, le cœur même de tes valeurs et comment tu te reconnais toi en tant que personne. Donc en fait, tu vas un petit peu perdre la notion de soi. Tu ne sauras plus vraiment qui tu es, quelles sont tes qualités, tes vraies qualités, si tu les possèdes vraiment ou pas, ou si c'est juste une illusion, etc. Et enfin, tu auras l'impression de nager dans un brouillard. Au lieu de t'apporter de la clarté et de la précision, ça va te mettre dans un brouillard opaque. Il y a aussi l'isolement, forcément, quand on a peur, quand on a honte de soi, quand on culpabilise, quand on perd confiance, quand on nage en plus dans le flou et dans l'incertitude, on finit par se renfermer sur soi-même et par s'isoler, d'autant plus si on est hypersensible. Et ça ne fait qu'amplifier l'emprise de l'autre sur toi. Alors, quelles sont les solutions? Comment réagir si tu vis une relation toxique? Une relation toxique est caractérisée donc par une absence de bienveillance, une asymétrie, une absence de réciprocité et une grande rigidité. Bien sûr, il y a d'autres signes qui vont permettre de reconnaître une relation toxique, mais à mon sens, ils peuvent être déduits la plupart du temps à partir de ces trois principes. Alors, le principe d'une relation toxique, c'est qu'elle est rigide et il ne sert à rien d'essayer de changer quoi que ce soit. Si tu peux, coupe la relation. Si tu peux la couper définitivement, fais-le. Tu t'en sortiras gagnant, gagnante. Autrement, si c'est impossible à faire, il faut au contraire apprendre à poser tes limites clairement et refuser obstinément de te remettre en question, puisque c'est la porte par laquelle l'autre passe à chaque fois pour détruire ta confiance et l'estime que tu te portes à toi-même. Donc il faut vraiment verrouiller cette porte. Et n'oublie pas non plus de bien t'entourer. Plus tu vas choisir d'être entouré de personnes ressources, thérapeutes, amis, famille et autres personnes de confiance à qui tu peux te confier par rapport à cette relation, plus tu auras des feedbacks positifs sur ta personne, plus ça va t'aider à te détacher, à prendre du recul par rapport à cette relation. Bref, ne reste pas seul. Parle de tes doutes. Partage ton mal-être à au moins une personne de confiance, si ce n'est plus. Alors maintenant, je veux juste rajouter une précision. Tu sais, tu peux être en relation toxique avec toi-même. C'est même souvent la brèche, la faille qui laisse d'autres personnes entrer et créer une dynamique dysfonctionnelle. Donc, dans ta relation à toi-même, tu as besoin de rétablir ces trois axes. Tu as besoin d'apprendre à être bienveillante envers toi-même, de faire preuve de réciprocité en te récompensant pour les petits succès, de faire preuve aussi de compréhension et de flexibilité envers toi-même. Ça veut dire entraîne ton critique intérieur à se remettre lui-même en question. Ce sont là des étapes qu'on travaille ensemble et en approfondit dans la première phase du parcours de la Happy Heart School. C'est quoi? C'est un parcours pour développer ton intelligence émotionnelle et relationnelle, pour te frayer un chemin vers l'amour et la vie que tu veux. Alors, si tu veux en savoir plus sur ce parcours-là, sur la Happy Heart School, tu as toutes les informations qui sont disponibles juste en dessous de la vidéo. Si c'est le bon moment pour toi, eh bien rejoins-nous pour travailler sur tes schémas inconscients, pour te découvrir en profondeur et renforcer tous les axes de la confiance et de l'estime pour toi-même. Les infos sont juste dans la description en dessous de la vidéo.
Voilà, donc si tu as apprécié cette vidéo, fais-le moi savoir en t'abonnant, en cliquant sur le bouton j'aime et en me laissant un commentaire. Et en attendant de se reparler, souviens-toi, cultive ta différence car là est ta force et ta puissance.